tenterai de m'auto-censurer si je dépasse. Alors en fait, je voudrais partir de cette formule qui m'avait frappée dans l'argumentaire du colloque, de retour au réel, pour dire quelques mots à propos de l'Égypte, d'une préoccupation centrale de textes contemporains, de textes des 20 dernières années, textes de ou sur la littérature égyptienne, dans lesquels on voit ressurgir une réflexion sur l'articulation de l'écriture romanesque avec l'histoire, la soumission de la fiction romanesque à un modèle réaliste, réalisme historique et politique. Bon, on a des questions qu'on a déjà évidemment beaucoup abordées aujourd'hui. Soumission aussi de cette fiction à une mission qui serait de transcrire l'histoire, rendre compte d'un engagement politique. Et je voudrais donc faire le tour de quelques textes écrits en arabe, en français ou en anglais, évidemment. J'ai distribué un petit papier pour ceux que ces textes intéressent et qui n'auraient pas le temps de les noter. Ces textes, donc, pour présenter certains des problèmes et des questions qui traversent cette réflexion, qui me semble évidemment d'autant plus brûlante que la plupart de ces textes précèdent immédiatement ou suivent de peu la révolution égyptienne de 2011. Donc la question centrale, évidemment, que posent ces différents auteurs serait que traduit l'omniprésence du réel ou de ce qu'on peut appeler un paradigme réaliste dans la constitution et la définition de la fiction romanesque égyptienne. C'est de cette littérature-là que je parlerai, évidemment. Il ne s'agit pas de réduire la littérature à la fiction. Et avant d'aborder très rapidement ces textes, on pourrait en fait partir d'un cliché qui serait la figure de Naguib Mahfouz, qui me semble incarner, donc grand écrivain égyptien, prix Nobel de littérature, qui me semble incarner cet ancrage du roman dans l'histoire politique égyptienne. D'abord parce que sa vie se confond avec l'histoire du XXe siècle et donc avec l'histoire du roman moderne en Égypte, et parce que ces grands romans, comme la trilogie le plus lu du grand public, je dirais, et d'autres, en font ce qu'on peut appeler un chantre de l'histoire nationale. Et en fait, cet aspect domine largement d'abord tous les travaux sur lui, mais également toute la manière de lire l'histoire égyptienne. C'est-à-dire que ce modèle mahfouzien va être finalement appliqué à tout écrivain qui écrit dans une veine réaliste, politique, sociale, comme certains de ses disciples directs, Gamal Ritani, ou le très célèbre désormais Alay Laswani, à cause de son best-seller L'immeuble Yacoubian, dont on a parlé systématiquement en termes, à travers ce modèle de Naguib Mahfouz. Et puis ce modèle m'intéresse aussi parce que c'est toute une manière de penser et d'organiser l'histoire littéraire qui fait écho à ce que disait Céline Barral sur ce découpage générationnel en fait, de la littérature, qui est très particulier quand on s'intéresse aux anthologies, aux histoires de la littérature romanesque de l'Égypte moderne, dont je donne un exemple dans la feuille écrite, mais je n'ai pas le temps de développer. Donc simplement, je voulais partir de ça pour comprendre combien cette figure tutélaire de Naguib Mahfouz, dont l'œuvre est à la fois un témoin et un canon de ce paradigme réaliste, est importante pour essayer de comprendre cette invasion de la fiction romanesque par l'histoire et la politique dont il est question, dont je voudrais dire quelques mots. Alors, cette caractéristique propre à la littérature égyptienne est mise en avant, par exemple, par un chercheur dans un ouvrage qui date d'une dizaine d'années, donc Richard Jacquemont, dans un texte passionnant sur la littérature égyptienne contemporaine qui s'appelle « Entre scribes et écrivains, le champ littéraire dans l'Égypte contemporaine », où Jacquemont parle justement de champ parce qu'il part de la figure de l'écrivain, la figure du romancier se confondant justement dans ce champ particulier avec celle de l'intellectuel, de son statut dans la société, du rapport avec l'État, avec la présence de ce qu'il appelle les généraux de l'armée des lettres sous Nasser. Mais il consacre surtout une grande partie de cette étude à expliquer l'hégémonie du discours de vérité dans la littérature, ou, pour le citer, le développement pendant la deuxième moitié du XXe siècle d'une fiction romanesque qui ne sert qu'à informer le réel. Et pour montrer, donc je donne juste un exemple, en fait je cite un exemple que lui-même cite, qui me semblait intéressant, la manière dont cette fiction n'existe qu'en assumant à la fois la réécriture de l'histoire nationale et l'engagement politique dans l'actualité. Il évoque un discours officiel qui avait été prononcé au moment de la remise du prix du Caire pour la création romanesque, qui a été remis à un grand écrivain saoudien en l'occurrence, mais je n'y reviens pas, et qui louait chez le lauréat la fusion de l'engagement et de la création, comme une sorte de définition officielle de la spécificité du genre romanesque.
Alors, je dis 2 mots simplement sur cet ouvrage, qui est un outil tout à fait précieux pour l'étude de la littérature égyptienne contemporaine, pour montrer simplement qu'il s'en sert, lui, il se sert de cette idée comme outil principal pour penser la littérature égyptienne. Donc cet outil, c'est l'idée d'une mission de reportage historique et politique assignée à ce qu'il appelle la fiction romanesque, en tant que genre. Alors, quel écho trouve ce type d'analyse dans des écrits d'Égyptiens, hein, de ceux qui appartiennent à ce qu'il appelle, lui, le chant égyptien? Je voudrais donner plusieurs illustrations, il y en aurait évidemment beaucoup, mais très rapidement. On trouve par exemple un cas qui m'a semblé intéressant. C'est le cas d'un petit texte d'un romancier alexandrin qui est très vieux mais toujours vivant, né en 1926, Edouard El-Kharrat, que j'ai eu la chance d'interroger de nombreuses fois dans son domicile au Caire, parce que les écrivains égyptiens ne sont pas du tout sont économes de leur temps. Ils nous reçoivent pendant 12 heures en général, c'est très long. Son projet à lui, son projet littéraire a toujours été assez marginal par rapport à justement ce que je décris. C'est vraiment s'il est un écrivain de la fiction en Égypte, c'est bien lui. Eh bien, justement, ce qui m'intéresse, c'est un petit texte qu'il a écrit en guise de préface à un de ses livres sur Alexandrie, dans lequel il se met à attaquer de façon virulente, et qui d'ailleurs semblait non prévu quand on lit ce texte, le Quatuor d'Alexandrie de Derel, alors que ce n'était pas du tout un texte sur le Quatuor d'Alexandrie. Et donc, en 2 mots, il s'agit de dire que Derel n'a rien compris à l'Égypte, que son roman est un tissu de mensonges exotisants, fait pour des lecteurs européens, etc., qui n'a aucune légitimité en tant que non-égyptien à écrire sur l'Égypte, à parler d'Alexandrie. Donc je ne reviens pas sur le détail de ce texte, de tous les clichés orientalistes qui sont relevés par l'écrivain égyptien. Ce qui m'intéresse, c'est cette espèce de recours systématique à une terminologie qui oppose en arabe, le fantasme, et puis ce qu'il appelle lui Iskandari el-Haïa, comme on dirait en égyptien, donc la vraie Alexandrie, et qui montre bien que finalement, en dehors du procès idéologique fait à Laurence Derel, l'anglais, etc., on a ici une sorte de procès fait à la fiction. Sur le terrain d'une sorte avec comme terrain la mémoire poétique d'Alexandrie, une sorte de procès à la fiction qui montre bien l'impossibilité chez cet écrivain de lire le roman, qui a fait fantasmer, c'est vrai, des milliers de lecteurs et plusieurs générations, autrement que comme porteur d'une vérité historique et sociologique sur l'Égypte. Alors, autre illustration que je ne développerai pas très longtemps, autre réponse qu'on pourrait apporter à ce qu'on pourrait appeler ici le déni du pacte de fiction, hein, même si cette formule est un peu plate, il me semble, désormais. 10 ans plus tard, un texte tout à fait éclairant de ce romancier dont je parlais tout à l'heure, Alaa El Aswany, que pour ma part, j'ai bêtement d'ailleurs longtemps un peu snobé à cause du côté best-seller de l'immeuble Yacoubian et du film qui en a été tiré, réaction un peu crétine d'ailleurs, dont je me repens, et en qui j'ai découvert des textes absolument passionnants, notamment sur la Révolution égyptienne. Il s'agit là d'un autre recueil qui s'intitule « J'aurais voulu être égyptien ». Et c'est dans la préface de ce recueil, donc recueil de récits, où El Aswany s'attaque à cette lecture réelle, à ce paradigme réaliste dont je parle. Et pour cela, il s'attache à définir cette manière de lire dont il fait, pour sa part, un trait culturel spécifiquement égyptien. Il le fait de façon à la fois sérieuse et comique. Je ne lirai pas tout, mais ce qui me semble intéressant, c'est qu'il commence par raconter la première séance de cinéma en Égypte en 1896 à Alexandrie, événement pour les Égyptiens, comme il l'avait été pour les Français un an auparavant, qui se pressent malgré le prix des places, etc. Et je lis juste ce passage. Mais cette grande jouissance du cinéma fut à l'origine d'une difficulté inattendue. Dans l'état de profonde émotion qui s'emparait d'eux lorsqu'ils regardaient le film, les spectateurs vivaient les événements complètement de l'intérieur, imaginant que ce qu'ils avaient sous les yeux était réel. Ils étaient effrayés lorsqu'ils voyaient une mer agitée par de grosses vagues, et si apparaissait sur l'écran un train rapide crachant une fumée épaisse, beaucoup d'entre eux se mettaient à pousser de véritables cris d'effroi et à se précipiter à l'extérieur de la salle de peur que le train ne les écrase. Comme ces incidents gênants se reproduisaient, Dillo Astrologo, le propriétaire du cinéma, un Italien, imagina une nouvelle méthode. Il attendait les spectateurs munis de leur billet à l'entrée de la salle. Et donc, je passe, il leur disait « Cet écran n'est rien d'autre qu'un morceau d'étoffe, pas très différent d'un drap de lit. Les images que vous allez voir se reflètent sur cet écran, elles n'en proviennent pas. Dans quelques instants, vous allez voir un train rapide. Souvenez-vous, mesdames et messieurs, que c'est simplement l'image d'un train et que par conséquent, etc. » Donc, évidemment, une manière très à la fois très simpliste et très pédagogique de reformuler, comme il le fait de façon aussi sérieuse dans ce texte, de
dénoncer l'amalgame entre ce qui est imaginaire et ce qui est réel chez les lecteurs égyptiens, à l'image de ses spectateurs. Il en vient à évoquer tous les problèmes, les lettres d'insultes reçues après ces différents livres, les problèmes de censure rencontrés, etc. Et puis, il y a un autre épisode comique que je ne lirai pas, mais il évoque la façon dont il a été reçu à l'office du livre par un employé qui a dit « Je veux bien publier votre livre ». C'était ce livre qui aurait dû être son premier roman, mais dont la publication a été différée. « Je veux bien publier si vous écrivez un désaveu ». Et donc, il écrit « Je, sous-signé Alain Laswani, annonce que je ne suis pas du tout d'accord avec les opinions de mon héros. J'écris ce désaveu à la demande du comité de lecture. » Enfin bon, c'est très amusant parce que l'employé ne se rend pas du tout compte que la dernière phrase invalide totalement la démarche. Bon, je ferme cette parenthèse. Mais ce qui est frappant là, il me semble, c'est chez un écrivain en qui précisément la critique occidentale a reconnu cette veine réaliste typiquement marfousienne, cette mission d'engagement politique, etc., une espèce de reformulation un peu simpliste de la suspension d'incrédulité ou du pacte de fiction. Bon. Et on voit cette réflexion qui traverse comme ça un très grand nombre de textes contemporains et qui me mène à poser quelques questions que je ne développerai pas parce que ça sera vraiment pour terminer. D'abord, il me semble intéressant de s'interroger sur le rapport entre ces réflexions, cette impossibilité d'une lecture non historique du roman, entre autres, et l'histoire politique de l'Égypte, un XXe siècle perçu par les Égyptiens comme une perpétuelle mobilisation politique. Et je voudrais juste évoquer là le fait qu'en fait, m'est venu à l'esprit, travaillant sur ces questions, un essai d'un écrivain libanais, d'un historien qui s'appelle Samir Kassir, qui s'interrogeait il y a quelques années, avant de mourir assassiné pour ses positions contre la Syrie, sur ce qu'il appelle, lui, le malheur arabe. Et dans ce texte, Considération sur le malheur arabe, dont je ne lirai pas l'extrait, mais le malheur. Non, le malheur. Le malheur arabe. Considération sur le malheur arabe. Et ce n'est pas une traduction, en fait, parce qu'il écrit en français, en l'occurrence. Mais il y a peut-être un autre texte que je ne connais pas. Et en fait, simplement, il met en rapport, à un moment où il s'interroge sur l'acculturation, évidemment, mais aussi un certain retard en matière de créativité dans les arts. Et il met en rapport ce retard avec ce qu'il appelle, dans une formule qui est à la fois très banale et en même temps assez forte, la dilapidation du temps social dans la mobilisation, la dilapidation le sacrifice du combat de l'individu pour faire advenir le peuple, etc. Et finalement, je pense qu'il y aurait peut-être une analogie à faire qui serait intéressante avec l'idée que l'œuvre littéraire, si elle a la possibilité d'exister, ne peut avoir en son centre qu'un engagement politique et que la fiction, finalement, apparaît comme une sorte de luxe de cette... Enfin, il y a là une réflexion qui me semble intéressante. Et puis, dans une autre direction, il faudrait, et je promets d'avoir bientôt fini, poser la question, pour revenir à El Aswani, du rapport entre cette profession de foi dans la séparation entre le militantisme et l'écriture romanesque, et ce dont El Aswani parle dans un autre texte, qui est le fait que les Égyptiens, d'après lui, ont été totalement coupés de leur histoire nationale à partir de Nasser. C'est-à-dire, effectivement, que dans les programmes scolaires, il y a une espèce de vaste vide de plus de 70 ans, et où finalement toute la lutte pour faire advenir, enfin, rendre l'Égypte aux Égyptiens, est complètement occultée. Ce qui nous ferait lire l'histoire du roman égyptien comme... celle d'une réappropriation de l'histoire nationale à travers la littérature. Et à cet égard, je m'arrêterai là parce que je n'aurai pas le temps de faire ce que je voulais dire en conclusion. Il me semble que la Révolution de 2011, et là pour le coup je parle de témoignages et pas de textes publiés, puisque je pense qu'il faut attendre encore un petit peu, est peut-être un moment décisif de cette réappropriation de ce nouvel intérêt du peuple pour sa propre histoire nationale. Merci.